et qui lui demandait de tuer son voisin, et il avait un voisin qui était indien. Ah, Vous voyez, donc, et alors dans sa tête, et alors il nous a expliqué ça, et donc je m'étais plongé dans les écrits qu'on peut trouver sur la religion zoroastrienne. Il y avait une chose qui nous avait beaucoup frappé, les policiers n'y croyaient pas, et pourtant, parce que quand il avait tué son voisin, sur une sorte de folie meurtrière, il l'avait coupé en morceaux, ça a grand chose qui arrive, et il l'avait peint en bleu. Et on lui dit, mais pourquoi vous n'avez pas en bleu votre victime? Il avait dit, parce que c'est la couleur de l'enfer. Et donc la couleur de l'enfer, je veux être sûr qu'il y soit. Alors évidemment, ça paraît étonnant, mais lui, il était. Alors j'avais été obligé de faire un petit cours pour les jurés sur la religion zoroastrienne en expliquant que... Il n'avait pas aucun rapport avec zoroastrien, hein? Non, rien du tout. Non, c'était sur un truc qu'il nous avait raconté des histoires. Ah, oui, oui. Zoroastre, vous savez, c'est le premier. Zoroastre, c'est Mitra. Et le mitraïsme, qui est même actuellement franc-maçonnerie ou d'autres choses, s'est fondé sur l'idée de Mitra. Et toutes les religions qui sont judaïsme et christianisme, c'est fondé sur les bases de mitraïsme. Zoroastre, c'est l'amour, c'est la paix, c'est la lumière, oui, c'est le soleil. Entre le bien et le mal, c'est le positif. Voilà, les hommes se tuent par religion. Oui, c'était un malade. En plus, c'était un kurde, parce que les Kurdes en Irak, il était kurde, vous savez, depuis toujours c'était interdit de penser sauf bassiste. C'est-à-dire c'était le parti de Saddam Hussein. Et les gens, comme dans l'identité en poète musulman, je ne sais pas quoi, après on ne va pas le pratiquer, ou on va pratiquer parce que l'islam toujours, vous savez, c'est une religion tout à fait différente. Par contre, dans l'islam, c'est signe dès le départ, il y a l'ordre de tuer, il y a les guerres, il y a la violence. Dès le départ. Oui, ça s'est constitué sur une conquête militaire. Voilà. Par contre, Zoroastre, c'est la paix, Moïse, c'est la paix, c'est la libération. Moïse, c'est un Spartacus héros aussi. C'est-à-dire, vous voyez, Jésus il vient pour sauver, mais de l'autre côté, il y a des religions qui viennent pour tuer. Ok, on va commencer. Allez, voilà. Là aussi, je vais commencer à travailler. Je crois qu'on est bien, Le surveille, c'est bien. Oui. C'est vrai. Ah, Tu m'as dit quand c'est prêt. Ça va? ça va? Monsieur Charbonnet, bonjour. Comment allez-vous? Merci et vous? Très bien. Je suis très ravi de vous recevoir ici dans notre studio très modeste. On est au 66 Champs-Élysées, mais c'est très modeste. Merci de m'accueillir en tout cas. On est ravi de vous recevoir. Je ne sais pas comment je peux vous nommer, Monsieur le Président, Monsieur procureur général, avocat général, écrivain, philosophe, puisque vous venez de parler tout à l'heure de Zoroastrien. Tu sais, depuis des années que moi, je vous connais par médias et par vos écrits. Et ici maintenant, aujourd'hui, je suis tellement ravi de vous voir, de parler avec vous sur tout ce que vous faites depuis votre jeunesse jusqu'à maintenant. Vous étiez le plus jeune procureur de la République quand vous avez 40 ans. C'est pas vrai? Comme procureur général, oui, quand je suis parti aux Antilles. Voilà. Absolument. Il faut bien commencer. Voilà. Vous avez bien commencé. Et les gens brillants comme vous, c'est très rare dans l'histoire. Et c'est vous qui vous faites l'histoire. C'est vous qui, les gens comme vous, qui vous écrivez l'histoire. De toute façon, au départ de mon émission de demain, je parlerai sur votre personnalité, puisqu'en même temps qu'on est en train d'enregistrer, on est en train d'être diffusé également. Mais dans l'émission de demain soir, puisque vous n'avez pas eu le temps d'être présent dans notre studio de la radio ici maintenant, mais par contre, par perche en CNN, dans TV, on est en train de diffuser dans le monde entier actuellement, demain, et également, comme je vous ai informé, toutes mes émissions, ils restent éternellement sur la terre. Je vais vous présenter, bien sûr, je veux dire, une partie de ce que vous avez fait. Vous avez fait
pour l'humanisme, pour l'humanité, pour le bien de la société, c'est-à-dire votre combat, je sais toujours, c'était le combat de la lumière contre les ténèbres. Alors, je ne sais pas, je vous nomme comment? Monsieur le Président? Non, bah, pour moi, Yves Charpenel, par exemple. Monsieur Charpenel. D'où est-ce que vous voulez qu'on commence à parler? Je pense que en fait, je viens parce que je travaille dans le milieu de la justice, qui est un milieu qui est en réalité peu connu, même si on parle beaucoup de la justice, mais c'est un milieu compliqué à décrypter. Et comme vous l'indiquiez, alors vraiment très simplement, en fait, les gens qui travaillent dans le ministère de la Justice, dans le monde entier d'ailleurs, se battent contre la loi du plus fort, essaient de mettre un petit peu de paix, d'apaisement en tout cas, dans des conflits. La nature humaine étant ce qu'elle est, les gens sont nés dans le conflit, et on essaie de faire en sorte que ces conflits se résolvent raisonnablement, et que le nombre de victimes, qui était là assez énorme dans tous les domaines, soit le plus réduit possible. C'est ce qui m'a conduit à devenir magistrat. Quand je faisais des études, j'ai pensé que ça pourrait au moins servir à quelque chose, comme utile. Et il arrive de temps en temps qu'on ait le sentiment qu'on peut être utile. Mais croyez-moi, c'est un combat de tous les jours, puisque qu'on soit dans le domaine civil, commercial, social. Moi, je me suis beaucoup intéressé au milieu pénal, ce qui m'a conduit à m'engager également sur le plan associatif, puisque depuis quelques années, plus particulièrement, je m'intéresse à combattre les trafiquants de personnes, puisque malheureusement, le corps humain est devenu un objet qu'on vend comme des valises ou des produits, et il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent sur le malheur d'autrui. Et à travers le monde, aucun pays ne peut dire qu'il est à l'abri de ce genre de fléau. Je pense que ça vaut la peine qu'on vienne dire, mettre un petit peu de lumière dans un univers qui est vraiment très très ténébreux, puisque ce sont des gens qui ne veulent pas qu'on parle d'eux, qui ne veulent pas qu'on révèle les réalités qui sont très dures. Et je veux dire qu'on trouve beaucoup de gens qui viennent nous aider, jamais assez naturellement, parce que quand ils découvrent l'ampleur du décalage entre la réalité qui est vraiment ténébreuse et ce qu'on peut trouver ici ou là dans les films, les émissions de télévision, on essaie de donner un côté paillette, un côté amusant, un côté libertin à ces questions. Je crois que là, c'est pas juste. C'est pas juste pour les gens qui se font écraser, taillader, tuer, violer. Donc je crois que là, c'est un combat qui mérite avec d'autres, mais celui-là, il mérite d'être mené. Donc voilà, je participe à ça, un peu d'autres. C'est-à-dire, vous êtes parmi les magistrats en politique et que vous avez l'envie de changer le cours de l'histoire, de faire la révolution dans tout ce qu'on voit dans notre vie, identique, répétée, mais vous avez l'envie de changer l'histoire, de remarquer. Modestement, moi, mes parents ce que m'ont vous avez appris fait, à jamais me résigner. Il ne faut pas se résigner. Voilà. Donc, on ne peut pas tout régler, ça se saurait, sinon il y a longtemps qu'on vivrait dans un monde idéal artificiel. Alors, on ne doit pas se résigner quand on a affaire à des situations qui sont insupportables. Donc il faut régler ces questions. Moi je crois au droit, c'est-à-dire qu'au fait que personne ne détient toute la vérité, donc il faut des règles. Et quand il y a des règles, il faut les appliquer. Voilà, donc mon métier c'est de les faire appliquer, donc, comme procureur, mais aussi comme un citoyen qui essaie de s'intéresser à ce qui est en dessous du droit, autour du droit, pour sensibiliser les gens à des véritables souffrances. Alors, les gens comme vous n'ont pas peur. Le courage est très important dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire, pour parler des fois où le siège, j'étais conseiller de ministre, et Elisabeth, encore plus fort président de l'association, procureur général de la République, mais jamais vous n'avez pas pensé que si vous faites ça, peut-être vous allez perdre votre siège, peut-être votre vie va être en danger. Le courage aussi pour les gens comme vous, c'est très important. C'est des messagers qui vont changer mais qui n'ont pas peur. Vous savez, si on a peur, il faut faire d'autres métiers déjà. Parce que là, la peur, il m'est arrivé au cours de ma carrière, pas tout le temps heureusement quand même, d'avoir des gardes du corps. Parce que là, la menace, elle n'était pas de perdre des fonctions. C'était parce que fixé par Béranger, des gens qui n'ont pas de scrupules. Mais sérieusement parlant, moi je connais beaucoup de gens autour de moi qui, courage était un grand mot, simplement qui pensent qu'ils ont un travail, une cause qui est juste, et qui font la part des choses. Vous savez, quand on dit qu'on est inquiet parce qu'on peut déplaire, ça arrive. On arrive d'énerver ou de déplaire aux gens. Ça arrive évidemment régulièrement. À côté de ce que vivent les gens pour lesquels on se bat, premièrement, il n'y a pas comparaison. Quand on commence à s'apitoyer sur soi-même, il suffit de regarder la souffrance des gens. En plus, quand vous travaillez dans la justice, vous ne travaillez que sur le malheur.
quand vous y réfléchissez. Et donc votre situation à vous, croyez-moi, quand je rentre chez moi le soir, je suis content de retrouver ma famille et je trouve que je suis objectivement un privilégié. Tout le monde a des souffrances, des malheurs, bien entendu. Mais là, quand on compare avec les sujets à la même époque, croyez-moi, ça remet les choses en place. Depuis quel âge avez-vous pensé à devenir un justicier? Un justicier, en tout cas un juge, depuis la fin de mes études secondaires. Quand je commençais à m'interroger, est-ce que j'allais devenir professeur de latin-grec, par exemple, et je suis allé dans les forums des métiers. Et la seule personne que j'ai rencontrée qui ne disait pas que son métier était extraordinaire, qu'il fallait absolument venir, c'était un juge. Qui disait, c'est un métier difficile, si ça vous intéresse, vous trouverez beaucoup d'intérêt, mais il faut savoir que vous vous priverez d'un certain nombre de choses. Et j'avais trouvé que ce discours était dissident par rapport à la surface qu'on entendait par ailleurs. Et puis je suis allé faire des stages. Je fais des études de droit pour devenir magistrat, et finalement je pensais que j'allais trouver des choses intéressantes dans ce métier. Ce métier m'a énormément donné, je pense qu'il est normal qu'on rende un petit peu quand même. Alors, est-ce que de temps en temps vous vous sentez d'être seul dans votre travail? Oui ou non, monsieur? Non, en fait, non. À vrai dire, on fait un travail qui souvent est assez solidaire, parce que quand vous prenez une décision, c'est vous qui la prenez. Donc, vous assumez. Bien sûr. Donc, c'est jamais tout puissant, heureusement d'ailleurs. Mais là, dans les activités actuelles, en réalité, on est entouré constamment par des gens jeunes, moins jeunes, ils sont tous jamais obligés de faire ce qu'ils font. Et donc ils sont motivés, et donc le fait qu'on ne soit pas tout seul, c'est quand même réconfortant, parce que je ne pense pas que je serais fait pour vivre dans un château, dans une forêt, dans une tour d'ivoire. C'est pas mon truc. Alors, vous faites beaucoup de choses, une des choses plus importantes, on peut dire, que même Mme Elda Carré, présidente de Femmes d'abord, quand elle a commencé à vous aider, on peut dire, dans cette association, c'est la Fondation CEL. Absolument. Fondation CEL. Si vous permettez, l'autre fois, on a parlé avec Maître Jacqueline Negro, qui nous a donné plusieurs informations sur cette fondation, surtout. Elle a beaucoup parlé de vous, de tout ce que vous faites et de Mme Elda Carré. Mais maintenant, nous avons aujourd'hui ici maintenant le plaisir de vous avoir vous-même dans notre studio. Au départ, si vous permettez, j'aimerais que vous donniez un peu plus d'explications concernant cette fondation. Oui. C'est une fondation qui a une histoire que je trouve symbolique. En fait, c'est un couple d'architectes qui vivaient en Algérie avant la guerre, et quand la guerre a commencé, ils sont devenus résistants. Et le mari, Jean-Sel, a été mis en prison comme résistant. Et à l'époque, on mettait les résistants en prison, dans les prisons de droit commun. Il s'est trouvé en cellule à passer des nuits et des jours avec des proxénètes. Un milieu qu'il ne connaissait pas. Un client de prostituée, c'est un honnête homme, un humaniste d'ailleurs. Et quand il s'est rendu compte en conversant la nuit, enfin rigole, c'était deux hommes qui se parlaient, il s'est dit qu'il entendait de la souffrance. Pas tellement celle des trafiquants, mais des gens qui étaient trafiqués. Et donc il s'est intéressé à ça, il avait bien gagné sa vie comme architecte, et il a décidé lui aussi de rendre un peu. Et avec sa femme, qui était très très militante également, ils se sont battus après la guerre pour qu'on reconnaisse le fait que les prostituées étaient d'abord des victimes, plutôt que des femmes de mauvaise vie, des femmes de petite vertu, etc., ou même des filles de joie, qui est une expression qu'on entend heureusement plus beaucoup. Et il est devenu député. Il a fait voter une loi qui permet à des associations de se constituer partie civile, c'est-à-dire d'aller combattre devant les tribunaux, dans un combat où il y a le bourreau et rarement la victime, qui a disparu quand on a le procès. Et en 1956, ça ne nous rajeunit pas, créé les équipes d'action, qui sont une petite association, dont Mme Carly est la présidente, et qui se bat depuis 1956, et le renouvellement des gens, contre les proxénètes, et qui par ailleurs reçoit des personnes victimes de la prostitution et les oriente pour leur permettre de sortir de cet univers quand elles le souhaitent, quand elles peuvent le faire. Et puis, avant de mourir, Jean et Jeanne Sel ont consacré une partie de leur fortune à garder la trace de leur action. Ils ont une fondation, donc, dont je suis le président, et qui est à la fois une banque de données, c'est la plus importante en Europe, sur tous les phénomènes de prostitution. On a environ 300 000 personnes qui consultent le site chaque année. Vous avez toutes les données juridiques et sociologiques sur la prostitution. C'est surtout des chercheurs, des étudiants du monde entier qui viennent, des stagiaires de tous les pays qui viennent. Et depuis cette année, d'ailleurs, nous publions un rapport annuel mondial qui fait le point, l'état des lieux sur la traite des êtres humains dans le monde. Et par ailleurs, cette fondation donc soutient les équipes d'action contre le proxénétisme, cette association de combat. Action, ça veut dire qu'on se bat, et qui mène le combat. Il y a une centaine de dossiers par an.
dans lequel, Des centaines par an. une centaine par an, dans lesquels on demande aux juges de prendre conscience que ce n'est pas un procès ordinaire, que même quand il n'y a pas de victime dans le prétoire, il y a des bourreaux, et il y a des gens qui bien sûr essaient de passer pour moins dramatiques qu'ils ne le sont. Et ça, c'est un combat qui nécessite à la fois des juristes, bien sûr, des avocats, des magistrats, mais qui nécessite aussi des gens qui sont compétents en matière psychologique, médicale. Et on a des gens cabossés qui viennent nous voir, des interprètes. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont vendus en France, donc il faut être capable de les comprendre, qui nécessitent des contacts partout. Hein. Nous sommes allés à l'Élysée, nous sommes allés dans tous les ministères. Hein, absolument, d'ailleurs on a été très bien reçus pour dire est-ce que vous pouvez nous aider? Voilà, bon, on a des encouragements. Seulement des encouragements, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon. Et on essaie de convaincre les gens que c'est pas de l'argent fichu en l'air que d'en donner pour permettre notamment d'héberger, de faire des cours d'alphabétisation, des cours de formation professionnelle, pour permettre à des femmes d'un courage extraordinaire. Ce sont des femmes qui, pour la plupart du temps, ont été vendues par leur famille à travers le monde, hein, et qui vont être violées, qui vont être droguées, qui vont être revendues, et qui vont se retrouver sur le pavé parisien, dans des salons de massage, comme de véritables objets. Et donc quand on peut les sortir de là, eh bien, on a le sentiment d'avoir été au moins un petit peu utile. Voilà pourquoi il y a plein de gens autour de moi, je ne me sens pas seul dans cette activité. Mais c'est vrai que c'est un combat qui est difficile, il y a beaucoup de combats à mener. Hein. Celui-là le mérite. En tout cas, nous sommes les seuls en France à avoir cette dimension d'attaque juridique en plus d'un traitement social de ces victimes. Excellent. Monsieur Charbonnel, est-ce que quand vous étiez allé à l'Élysée, vous m'avez dit vous avez eu des encouragements, mais puisque maintenant nous sommes dans une période assez intéressante et importante, cette période des élections, alors Nicolas Sarkozy justement, qu'est-ce qu'il faut faire pour vous? Sauf encourager. Alors d'abord, moi je m'adresse avec la Fondation, puis d'autres associations qui sont pour l'abolition du système de prostitution. Nous sommes en train d'écrire aux candidats à la présidentielle pour leur dire, on se doute bien que ce n'est pas un thème de campagne électorale, il y a d'autres sujets qui intéressent les Français, mais après votre élection, si vous êtes élu candidat, est-ce que vous pouvez vous engager à dire clairement votre opposition? Est-ce que vous voulez vous battre contre les trafiquants? En général, la réponse est oui. Est-ce que vous voulez mettre de l'argent pour aider les victimes? C'est pas évident. Est-ce que vous voulez dénoncer les clients? Parce que s'il n'y avait pas de clients, il n'y aurait pas de personnes qu'on vendrait. Alors, est-ce que vous acceptez d'ouvrir le débat politique après les élections? Donc on attendra les réponses naturellement avant le mois de mai. Puis après le mois de mai, on ira voir le président élu et on lui demandera, Monsieur le Président, Madame le Président, est-ce que vous pouvez tenir les engagements que vous avez bien voulu prendre? Excellent. Si vous permettez de savoir, M. Charbonnel, puisqu'on a un message rapide à envoyer.